5 juin 1944, 23h45, Montauban, sud de la France. Dans un hangar ferroviaire obscur, une jeune fille de 16 ans nommée Téti serrait dans ses mains un petit récipient métallique contenant une poudre grise. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine que les gardes allemands, patrouillant à 100 mètres, pouvaient l'entendre. À ses côtés, son petit ami et sa sœur de 14 ans attendaient dans l'ombre, portant des récipients identiques. Devant eux, alignés sur les voies de garage, dormaient les wagons plats qui devaient transporter les chars de la 2e division blindée SS Das Reich vers la Normandie. 75 tonnes d'acier chacun, ces Panzer Tiger et Panther représentaient la terreur incarnée. Ils avaient écrasé l'armée soviétique à Koursk. Ils avaient massacré des villages entiers sur le front de l'Est. Et dans quelques heures, si les Alliés débarquaient vraiment, ces monstres d'acier rouleraient vers les plages pour repousser l'invasion dans la mer. Sauf que Téti et ses amis avaient d'autres plans. Ce que cette adolescente ne pouvait pas savoir, c'est que son geste de cette nuit-là déclencherait une réaction en chaîne qui paralyserait la division blindée la plus redoutée du Reich pendant 17 jours. Elle ne pouvait pas savoir que la poudre abrasive qu'elle s'apprêtait à verser dans les boîtes d'essieux des wagons allait contribuer à sauver des milliers de vies alliées sur les plages de Normandie. Elle ne pouvait pas savoir qu'elle participait à l'une des opérations de sabotage les plus réussies de l'histoire militaire. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle détestait les Allemands et qu'elle avait une mission. La poudre qu'elle tenait dans ses mains avait été parachutée quelques semaines plus tôt par le Special Operations Executive britannique. Elle avait été développée spécifiquement pour ce type d'opération. Mélangée à l'huile des essieux, elle provoquait une friction catastrophique. Après quelques kilomètres de trajet, les roues des wagons se gripperaient, rendant tout transport ferroviaire impossible. Un par un, Téti et ses complices ouvrirent les couvercles des boîtes à graisse de chaque wagon. Ils vidèrent l'huile, la remplacèrent par la poudre abrasive, puis refermèrent soigneusement les couvercles. L'opération dura moins de 40 minutes. Quand ils se fondirent dans la nuit, personne ne les avait vus. Le lendemain matin, quand le général Heinz Lammerding ordonna à la division Das Reich de se mettre en route vers la Normandie, les officiers allemands découvrirent que pas un seul wagon n'était utilisable. Les essieux étaient grippés. Les roues refusaient de tourner. 15 000 hommes et 1400 véhicules allaient devoir faire le trajet par la route. L'état-major allemand avait estimé que Das Reich atteindrait la Normandie en 3 jours par voie ferrée. Par la route, à travers un territoire hostile où des milliers de résistants attendaient, le voyage allait durer 3 semaines. Ce que les Allemands ne comprenaient pas encore, c'est qu'ils venaient de tomber dans le piège le plus élaboré de la Seconde Guerre mondiale. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se passa durant l'été 1944, il faut remonter plusieurs années en arrière, à une époque où les nazis riaient ouvertement de la résistance française. 19 juin 1940. Paris. L'armistice vient d'être signé. La France est vaincue en 6 semaines, humiliée devant le monde entier. Dans les bureaux du commandement allemand, les officiers se moquent de ces Français qui avaient juré de ne jamais se rendre. Ils boivent du champagne confisqué et se félicitent de leur victoire écrasante. Parmi eux se trouve le colonel Hans Speidel, qui deviendra plus tard chef d'état-major de Rommel. Il écrit dans son journal cette semaine-là que la France est définitivement brisée, que jamais les Français ne relèveront la tête, que le Reich durera 1000 ans et que les Français seront des serviteurs dociles pour les générations à venir. Dans les mois qui suivent, alors que les premiers groupes de résistance commencent à se former, les Allemands les ignorent avec mépris. Ils considèrent ces hommes et ces femmes comme des amateurs, des rêveurs, des gêneurs sans importance. Albert Speer, le ministre de l'armement du Reich, résume parfaitement cette attitude quand on lui demande son avis sur l'activité résistante en France. Sa réponse devient célèbre parmi les historiens. Quelle résistance française?
demande-t-il avec un haussement d'épaule. Cette arrogance allait coûter très cher à l'Allemagne, car pendant que les nazis riaient, les réseaux de résistance se tissaient silencieusement à travers tout le pays. Des hommes et des femmes de tous horizons rejoignaient la lutte clandestine. Des cheminots, des agriculteurs, des instituteurs, des médecins, des ouvriers d'usine. Ils apprenaient à fabriquer des explosifs, à couper des lignes téléphoniques, à saboter des machines sans se faire prendre. Ils créaient des filières d'évasion pour les aviateurs alliés abattus. Ils collectaient des renseignements sur les mouvements de troupes allemands. Et surtout, ils attendaient. Le Special Operations Executive britannique, cette organisation secrète créée par Churchill avec pour mission de mettre l'Europe à feu et à sang, envoyait des agents en France. Ces hommes et ces femmes étaient parachutés de nuit, armés de postes radio, d'explosifs et de consignes précises. Leur travail consistait à armer, entraîner et coordonner les groupes de résistance locaux. L'un de ces agents s'appelait Anthony Brooks. Nom de code, Alphonse. Il avait 20 ans quand il fut parachuté en France en juillet 1942. C'était le plus jeune agent du SOE jamais envoyé sur le terrain. Son histoire illustre parfaitement comment des individus ordinaires accomplirent des exploits extraordinaires. Brooks créa le réseau Pimento, basé dans la région de Toulouse. Son objectif principal était le sabotage des voies ferrées et du matériel roulant. Il recruta des cheminots syndicalistes qui connaissaient les failles du système. Il organisa des équipes de sabotage composées de civils ordinaires. Il accumula des armes et des explosifs parachutés par la RAF. En avril 1944, Brooks rapporta à Londres qu'il avait armé 4700 hommes autour de Toulouse et 2100 autres partiellement armés dans la région de Lyon. Mais son véritable coup de génie fut de comprendre que la 2e division SS Panzer das Reich, stationnée à Montauban, représentait la plus grande menace pour un éventuel débarquement allié. Cette division était légendaire. Formée en 1939, elle avait participé à l'invasion de la France, à la campagne de Russie, à la bataille de Koursk. Ces hommes étaient des vétérans endurcis, fanatiquement dévoués au nazisme. Ces chars Tiger pouvaient détruire n'importe quel blindé allié à plus de 2 kilomètres de distance. Si cette division atteignait les plages de Normandie dans les premiers jours du débarquement, elle pourrait repousser l'invasion dans la mer. Brooks savait qu'il devait l'en empêcher. Mais le sabotage des wagons de transport ne fut pas la seule arme des résistants contre les blindés allemands. L'histoire de l'usine Peugeot à Sochaux illustre une autre forme de résistance, tout aussi dévastatrice. 15 juillet 1943. 23 heures. Sochaux, près de Montbéliard. Le ciel nocturne gronde du bruit de 165 bombardiers Halifax de la Royal Air Force. Leur cible est l'usine Peugeot, l'une des plus grandes installations industrielles de France. Avant la guerre, cette usine produisait des automobiles. Maintenant, sous contrôle allemand, elle fabrique des tourelles de chars et des pièces de moteur pour les avions Focke-Wulf. Les équipages britanniques sont confiants. Les conditions météorologiques sont excellentes. La cible est légèrement défendue. Ils volent à moins de 3000 mètres d'altitude pour garantir la précision. Les avions Pathfinder ont largué leurs fusées éclairantes pour marquer la cible. Mais quelque chose ne va pas. Les fusées sont tombées 700 mètres au-delà de l'usine, en plein cœur de la ville. Les bombardiers, suivant les marqueurs lumineux comme ils ont été entraînés à le faire, larguent 750 tonnes de bombes explosives sur les quartiers résidentiels de Sochaux. Le résultat est catastrophique. 125 civils français sont tués. 260 sont grièvement blessés. Plus de 100 maisons sont détruites, 400 autres gravement endommagées. L'église du village est en ruine. L'école primaire n'existe plus. Et l'usine Peugeot ? Elle est classée comme ayant subi 5% de dommages. La production reprend normalement le lendemain matin. À quelques kilomètres de là, assis sous un pêcher dans le jardin d'une maison de résistants,
un homme de 29 ans nommé Harry Ray observe les explosions. Il est agent du SOE, parachuté en France quelques mois plus tôt sous le nom de Code César. Il dirige le réseau Stockbroker dans la région du Jura. Ray regarde les bombes tomber sur la ville et non sur l'usine. Il entend les cris des blessés dans la nuit. Il sait que cette catastrophe va retourner l'opinion publique française contre les Alliés. Il sait aussi qu'une autre tentative de bombardement produira probablement les mêmes résultats désastreux. Il doit trouver une meilleure solution. Le lendemain, Ray prend une décision audacieuse. Il va contacter directement la famille Peugeot et leur proposer un marché. Si les Peugeot acceptent de saboter leur propre usine de l'intérieur, la RAF cessera de la bombarder. Les vies françaises seront épargnées. L'usine sera neutralisée. Tout le monde y gagnera, sauf les Allemands. C'est une proposition folle. Rodolphe Peugeot, le directeur de l'usine, risque sa vie et celle de sa famille s'il est découvert. Les Allemands ont déjà fusillé des industriels français pour bien moins que cela. Mais Ray est convaincu que Peugeot est un patriote. Il sait que la famille a des sympathies pro-alliées. Il décide de tenter sa chance. Le contact est établi par l'intermédiaire de Paul Cyr, le directeur de coordination de toutes les usines Peugeot. Cyr est lui-même en contact avec la résistance. Il organise une rencontre secrète entre Ray et Rodolphe Peugeot. La conversation est tendue. Peugeot est méfiant. Comment peut-il être sûr que cet homme est vraiment un agent britannique et non un provocateur de la Gestapo? Ray propose une preuve. Ce soir, dit-il, la BBC diffusera dans ses messages personnels une phrase contenant des vers d'un poème que je vais vous citer maintenant. Cette nuit-là, Peugeot écoute Radio Londres. À 21h15, la voix familière du speaker annonce une série de messages codés. Parmi eux, exactement comme Ray l'avait promis, les vers du poème. Le lendemain, Peugeot accepte de coopérer. Ce qui se passe ensuite est un chef-d'œuvre de sabotage industriel. Peugeot met Ray en contact avec Pierre Lucas, l'électricien en chef de l'usine. Lucas est un patriote passionné qui n'attendait qu'une occasion de frapper les Allemands. Il fait visiter à Ray l'ensemble de l'installation, lui montrant les points faibles, les machines critiques, les systèmes qui, s'ils étaient détruits, paralyseraient la production pendant des mois. Le 5 novembre 1943, peu après minuit, les premières explosions retentissent. Les charges ont été placées avec une précision chirurgicale. Les compresseurs sont détruits. Les transformateurs électriques explosent. Des portes d'acier sont projetées à 25 mètres dans les airs. Le feu se répand dans les ruines, ne laissant que des carcasses noircies. L'usine est paralysée pour plusieurs mois. Et le plus remarquable, c'est que pas un seul civil français n'est blessé. Pas une seule maison n'est endommagée. L'opération est si précise, si professionnelle, que même les Allemands sont impressionnés par son efficacité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les Peugeot, interrogés par les autorités allemandes, parviennent à écarter les soupçons. Ils attribuent l'attaque à des commandos britanniques parachutés. Ils jouent les victimes innocentes. Et pendant ce temps, en secret, ils continuent à saboter leur propre usine. Pierre Lucas et ses hommes développent un système de sabotage silencieux. Ils introduisent de minuscules défauts dans les pièces qu'ils fabriquent. Des tourelles de chars dont les mécanismes de rotation se gripperont après quelques heures d'utilisation. Des pièces de moteur dont les tolérances sont légèrement faussées, garantissant une usure prématurée. Ces défauts sont si subtils qu'ils passent tous les contrôles de qualité allemands. Mais sur le champ de bataille, ils provoqueront des pannes catastrophiques. De plus, la famille Peugeot transmet à Londres des informations cruciales sur les projets allemands auxquels leur usine est associée. C'est par ce canal que les Alliés apprennent l'existence des fusées V1, les armes de terreur qu'Hitler compte lancer sur l'Angleterre. La RAF, respectant l'accord passé avec Ray, ne bombarde plus jamais l'usine Peugeot.
Le SOE a prouvé que le sabotage pouvait être plus efficace que le bombardement, et surtout, plus humain. Ray lui-même faillit ne pas survivre pour voir le résultat de son travail. Le 27 novembre 1943, alors qu'il se rendait chez un contact, il se trouva face à un feldgendarme allemand qui le mit en joue. Ray tenta de s'échapper. L'Allemand tira. 4 balles atteignirent Ray. Grièvement blessé, perdant son sang, Ray réussit miraculeusement à s'enfuir. Il nagea à travers une rivière glacée. Il rampa à travers une forêt pendant des heures. Il atteignit finalement la frontière suisse où il fut recueilli et soigné. Son pullover, conservé aujourd'hui à l'Imperial War Museum de Londres, porte encore les trous des balles allemandes. On peut même voir où quelqu'un a reprisé la laine après coup. Revenons maintenant à ce 6 juin 1944, le jour le plus long. À 6h30 du matin, les premières vagues d'assaut américaines et britanniques touchent les plages de Normandie. Sur Utah Beach, Omaha Beach, Gold Beach, Juno Beach et Sword Beach, 156 000 soldats alliés entament la libération de l'Europe. Au même moment, à 700 km au sud, le général Lammerding de la division Das Reich reçoit l'ordre de se mettre en route vers le nord. Mais comme nous l'avons vu, grâce à Téti et ses amis, ces wagons sont inutilisables. La division doit faire le trajet par la route. Ce qui suit est un cauchemar logistique pour les Allemands. La division Das Reich compte 15 000 hommes et 1400 véhicules. Ces chars Tiger pèsent 60 tonnes chacun. Ces chars Panther en pèsent 45. Ces monstres d'acier sont conçus pour le combat, pas pour les longs trajets routiers. Leurs chenilles s'usent rapidement sur l'asphalte. Leurs moteurs consomment des quantités astronomiques de carburant. Chaque kilomètre parcouru par la route réduit leur durée de vie opérationnelle. De plus, la division doit traverser un territoire où des milliers de résistants l'attendent. Le premier accrochage a lieu près de Bretenoux, dans le Lot. Un groupe de maquisards attaque frontalement la colonne allemande. C'est une erreur tactique. 18 résistants sont tués par les SS aguerris. La colonne blindée continue sa route vers le nord. Mais un officier britannique observe l'attaque avec consternation. Il s'appelle Tommy Macpherson. C'est un Écossais dur à cuire, un vétéran du SAS qui a été parachuté en France quelques jours plus tôt avec une équipe Jedburgh. Il sait que les attaques frontales contre une division blindée SS sont suicidaires. Il faut une approche différente. Macpherson étudie les mouvements de Das Reich pendant la nuit. Il remarque que les Allemands se reposent en 3 groupes séparés. Il décide de frapper dans les espaces entre ces groupes pour créer un maximum de chaos. Le lendemain matin, quand les Allemands reprennent leur route, ils trouvent des arbres abattus en travers de la chaussée. Ces arbres sont trop lourds pour être déplacés par des hommes ou des véhicules légers. Il faut faire venir un véhicule lourd depuis l'arrière de la colonne, ce qui prend plusieurs heures. Quelques kilomètres plus loin, nouveaux arbres abattus. Cette fois, quand le véhicule lourd s'avance pour dégager la route, il déclenche une mine anti-char cachée. L'explosion détruit le véhicule et bloque la route. Nouveau retard. Les attaques continuent tout au long de la journée. Des arbres abattus, des pièges explosifs, des ponts détruits, des tireurs embusqués qui ouvrent le feu puis disparaissent dans la campagne. Chaque obstacle force la colonne à s'arrêter, à sécuriser la zone, à dégager la route. Chaque heure perdue est une heure gagnée pour les Alliés sur les plages. Les chars allemands souffrent terriblement de ce trajet forcé par la route. Leurs chenilles s'usent sur le bitume brûlant de juin. Les records de la division montrent que 60% des chars tombent en panne mécanique pendant le trajet. 30% des véhicules de transport sont également hors service. Les pièces de rechange, qui auraient dû arriver par train, sont bloquées quelque part sur des voies ferrées, sabotées. À Tulle, le 9 juin, la frustration des SS atteint son paroxysme. Après des combats avec des maquisards dans la ville, les Allemands se livrent à des représailles atroces. 99 hommes sont pendus aux lampadaires
et au balcon de la rue principale. C'est l'un des pires massacres de civils de la guerre sur le sol français. Le lendemain, à Oradour-sur-Glane, le pire survient. Le bataillon du SS Sturmbannführer Adolf Dickmann encercle le village. Tous les hommes sont conduits dans des granges. Toutes les femmes et les enfants sont enfermés dans l'église. Puis, les SS ouvrent le feu et mettent le feu au bâtiment. 642 personnes sont massacrées, dont 207 enfants. Ces atrocités révèlent l'état de rage et de frustration dans lequel se trouve la division Das Reich. Harcelée jour et nuit, incapable d'avancer à une vitesse décente, perdant des hommes et du matériel à chaque étape, elle se venge sur des civils innocents. Mais cette vengeance ne fait que renforcer la détermination de la résistance. Car pendant que Das Reich s'enlise dans le sud-ouest de la France, les plages de Normandie se consolident. Chaque jour, des milliers de tonnes de matériel et des milliers de soldats supplémentaires débarquent. Les Alliés établissent des têtes de pont solides. Ils repoussent les contre-attaques allemandes avec une puissance de feu écrasante. L'état-major allemand avait estimé que Das Reich atteindrait la Normandie en 3 jours. En réalité, la division n'arrive que par morceaux entre le 15 et le 30 juin. Certaines unités mettent plus de 3 semaines pour faire un trajet qui aurait dû prendre 72 heures. Et quand Das Reich arrive finalement au front, elle est épuisée, affaiblie, démoralisée. Ses chars sont en mauvais état. Ses hommes sont fatigués. Au lieu de lancer une contre-offensive pour repousser les Alliés dans la mer, la division se retrouve à colmater des brèches dans les lignes défensives allemandes. Elle ne sera jamais réunie au complet sur le front de Normandie avant le 10 juillet. L'histoire de Das Reich n'est qu'un exemple parmi des centaines du rôle crucial joué par la résistance française pendant l'été 1944. Mais examinons maintenant les chiffres globaux pour comprendre l'ampleur de cette contribution. Le plan vert, le plan de sabotage ferroviaire coordonné par le Bureau central de renseignement et d'action de Londres, fut déclenché la nuit du 5 au 6 juin. En 48 heures, près de 1000 actes de sabotage furent commis sur le réseau ferroviaire français. Des rails coupés, des aiguillages détruits, des locomotives sabotées, des ponts dynamités. Les statistiques sont éloquentes. Dans les 3 premiers mois de 1944, avant le débarquement, la résistance sabota 808 locomotives, contre 387 endommagées par les bombardements aériens. Le sabotage au sol était plus efficace que les bombes venues du ciel. Entre juin 1943 et mai 1944, le total des dégâts infligés au réseau ferroviaire français se montait à 1822 locomotives endommagées, 200 voitures de passagers détruites, 1500 voitures endommagées, 2500 wagons de marchandises détruits et 8000 endommagés. Et ces chiffres ne concernent que les sabotages documentés. D'innombrables actes de résistance quotidienne passaient inaperçus. Des cheminots qui ralentissaient délibérément les trains. Des aiguilleurs qui envoyaient les convois sur de mauvaises voies. Des mécaniciens qui provoquaient des pannes mineures impossibles à prouver. Le résultat fut une paralysie quasi totale du réseau ferroviaire dans le nord de la France, au moment précis où les Allemands en avaient le plus besoin. Prenons l'exemple de la ligne Paris-Lyon-Marseille, l'artère ferroviaire principale du pays. Entre janvier 1943 et mai 1944, cette seule ligne subit plus de 365 actes de sabotage documentés. En moyenne, 1 par jour. Les trains allemands ne pouvaient plus circuler de nuit par crainte des embuscades. De jour, ils avançaient au ralenti, précédés de draisines d'inspection, escortés de wagons blindés. Le plan violet visait les communications téléphoniques. Des équipes de saboteurs coupèrent des milliers de câbles dans toute la France, isolant les commandements allemands les uns des autres. Le plan bleu s'attaqua aux installations électriques, plongeant des régions entières dans l'obscurité. Le plan rouge cibla les dépôts de munitions. Le plan noir frappa les réservoirs de carburant. L'effet cumulatif de toutes ces actions
fut dévastateur pour la machine de guerre allemande. Le général Dwight Eisenhower, commandant suprême des forces alliées, déclara après la guerre que la résistance française avait été d'une valeur inestimable. Sans son aide majeure, affirma-t-il, les combats en France auraient duré beaucoup plus longtemps et auraient causé davantage de victimes dans les rangs des combattants. Cette reconnaissance d'Eisenhower contrastait fortement avec le mépris que les Allemands avaient affiché pendant 4 ans. Mais qu'en pensaient les Allemands eux-mêmes? Quand ont-ils cessé de rire de la résistance française? Les archives capturées après la guerre révèlent une évolution fascinante de l'attitude allemande. Au début de l'occupation, les rapports des commandants allemands parlent de la résistance avec condescendance, des amateurs, des rêveurs, des communistes manipulés par Moscou. Rien qui ne puisse inquiéter la Wehrmacht victorieuse. Mais à partir de 1943, le ton change. Les rapports deviennent plus inquiets. Les statistiques de sabotage augmentent mois après mois. Les pertes allemandes dues aux actions de guérilla s'accumulent. Des régions entières du sud de la France sont qualifiées de Petite Russie par les occupants, tant la résistance y est active. En juin 1944, c'est la panique. Un rapport du commandement allemand de l'Ouest note avec alarme que 500 locomotives ont été détruites par sabotage ou attaques aériennes rien qu'en mars, que 500 attaques contre les voies ferrées ont eu lieu en avril, que le transport de béton et d'acier pour le mur de l'Atlantique est gravement perturbé. Le colonel Friedrich von der Heydt, qui commanda un régiment de parachutistes à 40 ans pendant les combats de Normandie, témoigna après la guerre de l'impact du sabotage sur les opérations allemandes. Les renforts n'arrivaient jamais à temps, expliqua-t-il. Les munitions étaient en retard. Le carburant manquait. Nous combattions avec une main attachée dans le dos. Un officier du renseignement allemand capturé en août 1944 fut encore plus direct lors de son interrogatoire. Nous savions vos chiffres de production de façon abstraite, admit-il aux Américains. Mais voir vos soldats gaspiller plus que nous ne possédions rendait ces chiffres réels. Chaque Allemand qui voyait votre abondance désinvolte savait que la guerre était sans espoir. Et il ajouta cette phrase révélatrice concernant la résistance française. Nous pensions que c'étaient des amateurs. Nous avions tort. Ils nous ont fait plus de mal que des divisions entières de soldats réguliers. Parmi les héros méconnus de cette guerre de l'ombre, les cheminots français occupent une place spéciale. Ces hommes et ces femmes risquèrent leur vie quotidiennement pour saboter le système de transport dont dépendait l'effort de guerre allemand. Les cheminots avaient un avantage unique. Ils connaissaient le réseau de l'intérieur. Ils savaient où se trouvaient les points faibles. Ils avaient accès aux locomotives, aux wagons, aux voies, aux aiguillages. Et surtout, leur travail leur donnait une couverture parfaite. Un cheminot qui se promène dans un dépôt de locomotive à 3 heures du matin n'éveille pas les soupçons. Les techniques de sabotage développées par les cheminots étaient souvent d'une ingéniosité remarquable. Certaines ne laissaient aucune trace visible. L'une des méthodes les plus efficaces consistait à sabler les boîtes à huile des locomotives. Du sable fin, mélangé à la graisse de lubrification, provoquait une usure accélérée des paliers. La locomotive tombait en panne quelques heures plus tard, souvent en pleine campagne, bloquant la voie pendant des heures. Une autre technique visait les conduites de frein. Une légère entaille dans un tuyau en caoutchouc était presque impossible à détecter. Mais après quelques kilomètres de trajet, la pression chutait et les freins se bloquaient automatiquement, immobilisant le train. Les étiquettes de destination collées sur les wagons étaient systématiquement changées. Des wagons chargés de munitions destinées au front de l'Est se retrouvaient sur une voie de garage en Bretagne. Des pièces détachées urgentes pour les divisions blindées faisaient le tour de la France pendant des semaines avant d'atteindre leur destination. Le sabotage du gabarit de chargement était particulièrement efficace. Les chargements devaient respecter des dimensions précises pour passer sous les tunnels et les ponts. Les contrôleurs de la résistance réduisaient délibérément les gabarits de vérification.
des chargements déclarés conformes se retrouvaient bloqués au premier tunnel, nécessitant un déchargement complet et un rechargement. À Colmar, des groupes de résistance de 3 personnes étaient constitués parmi les cheminots. Ils organisaient la disparition systématique d'un alliage métallique spécial indispensable au remplacement de certaines pièces du matériel roulant. Sans cet alliage, les réparations étaient impossibles. Les locomotives endommagées s'accumulaient dans les dépôts. Un témoignage particulièrement savoureux nous vient d'un mécanicien du dépôt des Sablons. Cet homme raconte comment, un jour, une locomotive fila toute seule à travers le dépôt et alla détruire un bâtiment. Une autre fois, un train fut lâché au sommet d'une rampe importante, tandis que le téléphone prévenait la station suivante de s'attendre à une arrivée fracassante. Ces accidents semblaient accidentels, mais ils ne l'étaient pas. Le prix payé par les cheminots résistants fut terrible. Des milliers d'entre eux furent arrêtés, torturés, déportés dans les camps de concentration nazis. Beaucoup ne revinrent jamais. Mais leur sacrifice contribua directement à la libération de la France. Revenons maintenant à la transformation psychologique des Allemands face à la réalité de la résistance française. Quand les premiers prisonniers allemands de Das Reich furent interrogés en Normandie, leurs témoignages révélèrent un changement profond de perception. Ces hommes, membres de l'une des divisions les plus fanatiques du Reich, parlèrent de la résistance avec un mélange de haine et de respect involontaire. Un sous-officier SS, capturé près de Saint-Lô, raconta son voyage depuis Montauban. « Nous avons été attaqués tous les jours, dit-il. Chaque pont était détruit. Chaque carrefour était piégé. Nous avons perdu plus d'hommes en traversant la France qu'en combattant les Américains. Ces gens n'étaient pas des soldats, c'étaient des fantômes. On ne les voyait jamais. On ne voyait que les résultats de leurs actions. » Un officier de la division Panzerlehr, une autre unité d'élite retardée par le sabotage, fut encore plus explicite. « Avant le 6 juin, nous méprisions les Français. Nous pensions qu'ils avaient abandonné. Nous avions tort. Ils nous attendaient. Ils savaient que nous aurions besoin des trains. Ils savaient que nous aurions besoin des routes. Et ils les avaient toutes préparées pour nous. Pas pour nous faciliter le passage, pour nous détruire. Cette prise de conscience arriva trop tard pour changer le cours de la guerre. Mais elle modifia profondément l'attitude des Allemands envers les populations occupées. La brutalité des représailles, comme à Tulle et Oradour, témoigne de cette nouvelle peur. Les SS ne massacraient pas par sadisme gratuit. Ils massacrèrent par terreur, par l'espoir désespéré que la violence extrême découragerait la résistance. Cela ne fonctionna pas. Chaque atrocité renforça la détermination des résistants. Chaque pendaison, chaque fusillade, chaque village brûlé créa de nouveaux ennemis pour le Reich. Les Allemands creusaient leur propre tombe. L'impact du sabotage français sur la bataille de Normandie peut se mesurer en chiffres concrets. L'état-major allemand avait prévu que les divisions de réserve stationnées dans le sud de la France atteindrait la Normandie entre 3 et 5 jours après le débarquement. En réalité, la 2e SS Panzer Das Reich mit 17 jours. La 9e Panzer mit 11 jours. La 276e division d'infanterie de Bayonne fut retardée de plus de 2 semaines. Ces retards furent fatals pour la défense allemande. Dans les premiers jours critiques du débarquement, les Alliés établirent des têtes de pont solides. Ils débarquèrent des milliers de tonnes de matériel. Ils amenèrent des renforts en continu. Quand les divisions blindées allemandes arrivèrent enfin, elles trouvèrent des positions alliées trop fortes pour être submergées. Si Das Reich avait atteint la Normandie le 9 juin comme prévu, les chars Tiger auraient pu contre-attaquer les plages d'Utah et d'Omaha avant que les Américains ne consolident leur position. Les historiens militaires estiment que cette intervention aurait pu repousser le débarquement dans la mer, ou au minimum infliger des pertes catastrophiques qui auraient compromis toute la campagne. Mais Das Reich n'arriva pas le 9 juin. Elle arriva au compte-gouttes entre le 15 et le 30 juin. Et au lieu de former un point blindé capable de percer les lignes alliées,
ces unités furent dispersées pour colmater des brèches partout sur le front. Le général Omar Bradley, commandant les forces terrestres américaines, nota dans ses mémoires que l'absence des renforts allemands dans la première semaine fut décisive. « Nous avons eu le temps de nous établir, » écrit-il. « Quand leurs chars sont arrivés, nous étions prêts à les recevoir. » L'histoire de la résistance française contre les blindés allemands ne se limite pas aux grandes opérations spectaculaires. Elle comprend aussi d'innombrables actes de courage quotidien, souvent anonymes, toujours dangereux. Prenons l'exemple de ces ouvriers des usines d'armement qui sabotaient la production de l'intérieur. Henri Garnier, un ingénieur de Toulouse recruté par le résistant Henri Frenay, enseigna aux travailleurs français des usines produisant des armes pour la Wehrmacht comment réduire drastiquement la durée de vie de ces armes. La technique était simple, mais diaboliquement efficace. En introduisant des déviations de quelques millimètres dans les pièces usinées, les ouvriers augmentèrent les contraintes mécaniques sur les armes. Ces défauts étaient trop subtils pour être détectés par les contrôles de qualité allemands. Mais sur le champ de bataille, ils provoquaient des pannes, des blocages, des explosions prématurées. Combien de chars allemands tombèrent en panne à cause de pièces défectueuses fabriquées par des ouvriers français résistants? Combien de canons se bloquèrent au moment critique? Combien de véhicules blindés s'immobilisèrent par défaillance mécanique alors qu'ils auraient dû rouler vers le front? Nous ne le saurons jamais avec certitude. Ce sabotage silencieux ne laissait pas de traces. Mais les témoignages des vétérans allemands mentionnent régulièrement des problèmes de fiabilité du matériel produit en France, des pannes inexplicables, des défaillances récurrentes, la qualité qui baissait mystérieusement d'un mois à l'autre. L'un des aspects les plus remarquables de ce sabotage était son caractère indétectable. Aucun Français ne fut fusillé pour avoir fabriqué des pièces défectueuses. Les Allemands ne pouvaient pas prouver l'intention malveillante. Peut-être les ouvriers étaient-ils simplement incompétents. Peut-être les machines étaient-elles mal réglées. Peut-être les matières premières étaient-elles de mauvaise qualité. Les résistants des usines avaient compris quelque chose d'essentiel. Le sabotage le plus efficace n'est pas celui qui fait exploser les usines. C'est celui qui fait produire des armes inutilisables. L'usine continue de fonctionner. Les Allemands continuent de recevoir des statistiques de production rassurantes. Mais ce qui sort des chaînes de montage est du matériel de pacotille. Pour mieux comprendre l'ampleur de cette guerre secrète, examinons les mécanismes précis du sabotage ferroviaire qui paralysèrent le réseau de transport allemand. Le Special Operations Executive britannique avait développé tout un arsenal de dispositifs de sabotage spécialement conçus pour être utilisés par des civils sans formation militaire. L'un des plus ingénieux s'appelait le cacolube, une substance abrasive qui ressemblait à de la graisse ordinaire, mais contenait des particules microscopiques d'une dureté extrême. Quand cette substance était introduite dans les boîtes d'essieu d'un wagon ou d'une locomotive, elle provoquait une usure accélérée catastrophique. Les particules abrasives creusaient de minuscules sillons dans le métal des roulements. La friction augmentait progressivement, la température montait. Après quelques dizaines de kilomètres, les roulements se grippaient définitivement, immobilisant le train. La beauté du cacolube résidait dans son caractère invisible. Les mécaniciens allemands, inspectant les véhicules, ne voyaient que de la graisse normale. Les contrôles de routine ne détectaient rien d'anormal. Ce n'est que plusieurs heures après le départ du train que les symptômes apparaissaient. Et à ce moment-là, il était trop tard. Un autre dispositif très utilisé était le Firefly, une petite charge incendiaire conçue pour être placée dans les réservoirs de carburant des véhicules. De la taille d'un paquet de cigarettes, le Firefly contenait un mélange chimique qui s'enflammait spontanément au contact de l'essence après un délai programmable de plusieurs heures. Le résistant plaçait le dispositif dans le réservoir d'un camion ou d'un char le soir. Le véhicule partait normalement le lendemain matin. Quelques heures plus tard, en pleine campagne ou au milieu d'un convoi, le réservoir explosait en flammes. L'incendie se propageait aux véhicules voisins.
Un seul Firefly pouvait détruire plusieurs véhicules et bloquer une route pendant des heures. Le plastique explosif, ce que les Britanniques appelaient le plastique, ou PE, était un autre outil fondamental. Cette substance malléable ressemblait à de la pâte à modeler grise. Elle pouvait être façonnée en n'importe quelle forme, collée sur n'importe quelle surface, déclenchée par un détonateur à retardement ou par contact. Les saboteurs apprirent à placer des charges de plastique au point névralgique des infrastructures. Une charge de 500 grammes suffisait pour couper un rail. Une charge de 2 kilos détruisait un aiguillage. Une charge de 5 kilos faisait sauter un pont ferroviaire de taille moyenne. Mais le plastique n'était pas toujours nécessaire. Les cheminots développèrent des méthodes encore plus simples et tout aussi efficaces. L'une des techniques favorites consistait à desserrer légèrement les boulons qui fixaient les rails aux traverses. Cette manipulation était rapide, silencieuse et ne laissait aucune trace visible. Mais quand un train lourdement chargé passait à grande vitesse, les vibrations accumulées finissaient par faire sauter les rails. Le déraillement était inévitable. Une autre technique visait les signaux ferroviaires. Un résistant armé d'une simple pince coupante sectionnait les câbles de commande des signaux pendant la nuit. Le lendemain, les signaux restaient bloqués sur rouge. Le train s'arrêtait. Les réparations prenaient des heures. Le trafic était paralysé sur toute la ligne. Les aiguilleurs de la résistance jouaient un rôle crucial. Ils envoyaient délibérément les trains sur de mauvaises voies. Un convoi de munitions destiné au front de Normandie se retrouvait en Provence. Un train de permissionnaires censé rentrer en Allemagne faisait des tours et des détours pendant des jours. Les effets cumulatifs de ces sabotages dépassaient de loin la somme de leurs parties individuelles. Chaque incident mineur créait des retards, des embouteillages, des réorganisations d'urgence. Les Allemands devaient en consacrer de plus en plus de ressources à la sécurité ferroviaire. Ils devaient en faire escorter les trains par des unités armées. Ils devaient inspecter chaque kilomètre de voie avant le passage des convois importants. Tout cela prenait du temps. Tout cela consommait des hommes et du matériel. Tout cela affaiblissait la machine de guerre allemande. Les rapports allemands de l'époque témoignent de la frustration croissante des commandants. En mars 1944, le commandement de l'Ouest signala que 500 locomotives avaient été détruites par sabotage ou attaque aérienne rien que ce mois-là. En avril, 500 attaques contre les voies ferrées furent recensées en France. Ces chiffres représentaient une hémorragie insupportable pour le système logistique allemand. La Wehrmacht dépendait vitalement du réseau ferroviaire français pour acheminer ses troupes, ses munitions, son carburant, ses vivres. Chaque locomotive détruite, chaque wagon immobilisé, chaque ligne coupée affaiblissait la capacité de combat des armées allemandes. Les équipes Jedburgh méritent une mention particulière dans cette histoire. Ces unités spéciales, composées chacune de 3 officiers, un Britannique, un Américain et un Français, furent parachutées en France à partir du 6 juin 1944 pour coordonner l'action des maquis avec la stratégie alliée. Le nom de code Jedburgh venait du nom d'une ville écossaise où ces équipes avaient été entraînées. Mais pour les résistants français qui les accueillirent, ces hommes représentaient bien plus qu'un nom de code. Ils représentaient le lien direct avec les Alliés, la preuve que la France n'était pas oubliée, la promesse de la libération. Chaque équipe Jedburgh apportait avec elle un poste radio pour communiquer avec Londres, des armes pour équiper les maquisards et surtout une expertise militaire professionnelle. Ces officiers avaient été formés à la guérilla, au sabotage, à la coordination tactique. Ils pouvaient transformer un groupe de résistants enthousiastes, mais mal organisés, en une force de combat efficace. L'une des missions les plus importantes des Jedburgh fut la coordination des attaques contre les colonnes allemandes se dirigeant vers la Normandie. Ils établirent des plans de harcèlement systématiques. Ils identifièrent les points de passage obligés. Ils organisèrent des embuscades successives pour retarder au maximum les renforts ennemis. La technique favorite des équipes Jedburgh était l'abattage d'arbres en travers des routes.
Cela peut sembler primitif, mais c'était d'une efficacité redoutable. Un arbre mature abattu en travers d'une route de campagne ne peut pas être dégagé rapidement. Il faut des scies, des câbles, des véhicules de tractage. Tout cela prend du temps. Et pendant ce temps, les chars sont arrêtés. Les soldats doivent sortir de leurs véhicules. Ils doivent sécuriser les abords de la route. Ils doivent surveiller les bois environnants, d'où peuvent surgir des tireurs embusqués. Chaque arbre abattu coûtait des heures aux colonnes allemandes. Quand les Allemands avaient enfin dégagé la route et repris leur progression, ils trouvaient, quelques kilomètres plus loin, un autre arbre, puis un autre, puis un pont détruit, puis une mine anti-char dissimulée dans un nid de poules. L'équipe Jedburgh-Hughes, commandée par le major William Colby, qui deviendrait plus tard directeur de la CIA, opéra dans le sud-ouest de la France avec une efficacité remarquable. Colby et ses hommes armèrent et coordonnèrent plusieurs groupes de maquis qui harcelèrent les colonnes allemandes pendant des semaines. Dans son rapport d'après-guerre, Colby nota que les pertes directes infligées aux Allemands par ces maquisards étaient relativement modestes. Mais les retards causés étaient incalculables. Chaque heure perdue par les renforts allemands était une heure gagnée par les Alliés sur les plages. Violette Szabó fut l'une des héroïnes les plus tragiques de cette période. Cette jeune femme anglo-française de 23 ans avait rejoint le SOE après la mort de son mari, un officier de la Légion étrangère tué à El Alamein. Elle voulait venger sa mort en combattant les nazis. Szabó fut parachutée en France le 8 juin 1944, 2 jours après le débarquement. Sa mission était d'aider la résistance à saboter les lignes de communication allemandes. Elle travailla spécifiquement à retarder le déploiement de la 2e SS, Panzer das Reich, vers la Normandie. Le 10 juin, l'équipe de Szabó tomba dans une embuscade allemande près de Salon-la-Tour. La voiture dans laquelle elle voyageait fut mitraillée. Szabó réussit à s'échapper et engagea un combat retardataire pour permettre à ses camarades de fuir. Armée d'une mitraillette Sten, elle tint les Allemands en respect pendant plusieurs heures. Elle ne se rendit que lorsqu'elle eut épuisé toutes ses munitions. Même alors, les SS qui la capturèrent furent stupéfaits de découvrir que leur adversaire était une jeune femme. Szabó fut interrogée, torturée, puis déportée au camp de concentration de Ravensbrück. Elle y fut exécutée en février 1945, quelques semaines avant la libération du camp. Elle avait 23 ans. Sa fille Tania, âgée de 5 ans, reçut la Croix de George des mains du roi George VI en décembre 1947. C'était la plus haute décoration civile britannique, décernée pour un courage exceptionnel face à l'ennemi. L'histoire de Violette Szabó illustre le prix terrible payé par ceux qui luttèrent contre l'occupation nazie. Mais elle illustre aussi leur contribution inestimable. Les quelques jours d'action de Szabó contribuèrent à retarder Das Reich. Ce retard sauva des vies alliées. Son sacrifice ne fut pas vain. Les statistiques globales du sabotage ferroviaire en France sont impressionnantes. Entre juin 1943 et mai 1944, la documentation recense 3665 incidents sur le réseau ferroviaire. La progression mois par mois montre une escalade continue de l'activité résistante. Janvier 1943, 41 incidents. Février, 55. Mars, 104. Le rythme augmentait inexorablement. En août 1943, on comptait 229 sabotages. En janvier 1900, 144, 365. Ces chiffres ne concernaient que les sabotages documentés, ceux qui avaient été signalés par les autorités allemandes ou revendiqués par les réseaux de résistance. Le nombre réel était certainement beaucoup plus élevé. D'innombrables actes de sabotage mineurs passaient inaperçus ou étaient attribués à des défaillances accidentelles. Dans le département de la Drôme, par exemple, les études d'après-guerre recensent 171 coupures de voies avec déraillement, plus 41 coupures de voies ferrées, rien qu'en juin,
1944. Le total des sabotages pour ce seul département approche les 300 actions documentées. Ces actions placèrent la Drôme parmi les départements les plus actifs pour le sabotage ferroviaire. Mais des actions similaires eurent lieu dans toute la France, de la Bretagne à l'Alsace, de la frontière belge à la Méditerranée. Les résistants frappaient sans relâche. Le commandement allié avait initialement prévu que le plan vert maintiendrait les voies ferrées coupées pendant 48 heures après le débarquement. En réalité, de nombreuses lignes restèrent inutilisables pendant des semaines. Les équipes de réparation allemandes n'arrivaient pas à suivre le rythme des destructions. Chaque fois qu'une ligne était réparée, elle était sabotée à nouveau quelques jours plus tard. Les Allemands devaient escorter les trains de réparation avec des unités de combat. Ils devaient poster des gardes tous les quelques kilomètres le long des voies. Tout cela mobilisait des hommes et des ressources qui auraient été bien plus utiles sur le front de Normandie. L'été 1944 marqua un tournant décisif dans l'histoire de la résistance française. Après 4 ans de lutte clandestine, les résistants pouvaient enfin agir au grand jour. Les forces françaises de l'intérieur, les FFI, comptaient près de 400 000 membres en juin. C'était une véritable armée secrète qui attendait le signal pour se lever. Le déclenchement vint le 5 juin au soir, quand la BBC diffusa la deuxième partie du Vers de Verlaine. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Ces mots, incompréhensibles pour quiconque n'était pas initié, signifiaient que l'invasion aurait lieu dans les 48 heures. Les résistants devaient passer à l'action. En une nuit, la France s'embrasa. Des explosions retentirent d'un bout à l'autre du pays. Des voies ferrées sautèrent. Des pylônes électriques s'effondrèrent. Des câbles téléphoniques furent sectionnés par milliers. Des dépôts de carburant s'enflammèrent. Des ponts s'écroulèrent dans les rivières. Les Allemands, habitués à contrôler le pays avec une poignée de divisions d'occupation, se retrouvèrent soudain en territoire ennemi. Ils ne pouvaient plus faire confiance à personne. Chaque Français était un résistant potentiel. Chaque ferme pouvait cacher un dépôt d'armes. Chaque forêt pouvait abriter un maquis prêt à l'embuscade. La terreur avait changé de camp. Que reste-t-il aujourd'hui de cette épopée? À Sochaux, l'usine Peugeot existe toujours. Elle produit maintenant des voitures électriques et des véhicules hybrides. Peu de visiteurs connaissent l'histoire extraordinaire de la nuit du 5 novembre 1943, quand des patriotes français sabotèrent leur propre usine pour épargner des vies civiles et frapper l'ennemi au cœur de sa machine de guerre. À Oradour-sur-Glane, les ruines du village massacré sont conservées telles quelles, comme un mémorial éternel. Les murs calcinés, les voitures rouillées, l'église où périrent les femmes et les enfants témoignent de la barbarie nazie. Mais ils témoignent aussi, en creux, de la terreur que la résistance inspirait aux occupants. Une terreur si grande qu'elle les poussa à commettre l'irréparable. À Montauban, une plaque commémore les cheminots et les jeunes résistants qui sabotèrent les wagons de transport de Das Reich. Téti, la jeune fille de 16 ans qui versa la poudre abrasive dans les boîtes d'essieux, survécut à la guerre. Elle vécut longtemps après, gardienne d'une mémoire que peu de gens connaissent. Les survivants des réseaux de résistance se firent de plus en plus rares avec le temps. Harry Ray mourut en 1991, à l'âge de 76 ans. Anthony Brooks, le jeune agent du réseau Pimento, s'éteignit en 2007. Tommy McPherson, l'officier écossais qui orchestra le harcèlement de Das Reich, vécut jusqu'en 2014. Mais leur histoire survit. La leçon de cette épopée dépasse le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Elle nous enseigne que la résistance aux oppresseurs n'est jamais vaine, même quand elle semble désespérée. Que des individus ordinaires peuvent accomplir des exploits extraordinaires quand ils croient en leur cause. Que le sabotage intelligent peut être plus efficace que la force brute. Les Allemands riaient de la résistance française. Ils la considéraient comme une nuisance mineure, une gêne sans conséquence. Albert Speer demandait quelle résistance française avec un mépris souverain.
Ils cessèrent de rire quand leurs chars restèrent bloqués sur des wagons aux essieux grippés. Ils cessèrent de rire quand leurs usines produisirent des armes défectueuses. Ils cessèrent de rire quand leurs convois furent détruits par des explosifs bien placés. Ils cessèrent de rire quand Das Reich mit 17 jours au lieu de 3 pour atteindre la Normandie. Ce que les nazis n'avaient pas compris, c'est que la France n'était pas vaincue. Elle était occupée. Ce n'est pas la même chose. Un pays vaincu accepte sa défaite. Il collabore avec le vainqueur. Il oublie son ancienne fierté. Un pays occupé attend son heure. Il prépare sa revanche. Il frappe quand l'ennemi s'y attend le moins. La France de 1940 à 1944 était occupée, pas vaincue. Et quand l'heure vint de frapper, elle frappa avec une fureur que les Allemands n'avaient jamais anticipée. Revenons une dernière fois à cette nuit du 5 juin 1944, dans le hangar ferroviaire de Montauban. Téti et ses amis ont terminé leur travail. Les wagons sont sabotés. La poudre abrasive fera son œuvre dans quelques heures. Ils se fondent dans la nuit, le cœur battant, sachant qu'ils risquent de leur vie. Ils ne savent pas encore que l'invasion aura lieu le lendemain. Ils ne savent pas que leur geste contribuera à sauver des milliers de vies alliées. Ils ne savent pas qu'ils participent à l'un des moments décisifs de l'histoire du XXe siècle. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont français, que leur pays est occupé, et qu'ils refusent de se soumettre. Cette nuit-là, dans des milliers d'autres endroits à travers la France, d'autres résistants font la même chose. Ils coupent des rails, ils sectionnent des câbles, ils posent des explosifs, ils préparent des embuscades. Ils sont cheminots, agriculteurs, instituteurs, étudiants, ouvriers, médecins. Ils sont jeunes et vieux, hommes et femmes. Ils viennent de tous les horizons politiques, de toutes les classes sociales, de toutes les régions de France. Ce qui les unit, c'est le refus de l'oppression, la conviction que la France sera libre à nouveau, la volonté de tout sacrifier pour cette liberté. Les Allemands avaient ri d'eux pendant 4 ans. Cette nuit-là, la France cessa de faire rire les Allemands. L'histoire de la résistance française contre les blindés du Reich est finalement une histoire d'espoir. Elle nous montre que même face à l'ennemi le plus puissant, la résistance est possible, que même les plus humbles peuvent devenir des héros, que même les actions les plus modestes peuvent changer le cours de l'histoire. Téti n'était qu'une adolescente de 16 ans, armée d'un petit récipient de poudre grise. Mais son geste contribua à paralyser une division blindée SS pendant près de 3 semaines. Son geste contribua au succès du débarquement de Normandie. Son geste contribua à la libération de la France et à la défaite du nazisme. Voilà ce que peuvent accomplir des citoyens ordinaires quand ils refusent l'injustice. Voilà pourquoi les Allemands cessèrent de rire de la résistance française. Voilà pourquoi nous nous souvenons. Car la mémoire de la résistance n'est pas seulement une question d'histoire. C'est une question de valeur, de principe, de ce que nous sommes prêts à sacrifier pour ce en quoi nous croyons. Dans un monde où les démocraties font face à de nouvelles menaces, où les régimes autoritaires se multiplient, où la tentation du conformisme est toujours présente, l'exemple des résistants français reste pertinent. Il nous rappelle que l'indifférence a un prix, que le courage individuel peut changer le cours de l'histoire, que même les causes apparemment perdues méritent d'être défendues. Les Allemands cessèrent de rire quand leurs chars ne purent pas rouler vers la Normandie. Mais la victoire de la résistance était plus profonde que cela. C'était la victoire de l'esprit humain sur la tyrannie, la victoire de l'espoir sur le désespoir, la victoire de quelques individus déterminés sur une machine de guerre apparemment invincible. Cette victoire appartient à tous ceux qui refusent de courber l'échine devant l'oppression. Hier comme aujourd'hui, demain comme toujours. Les chiffres finaux de la contribution de la résistance française à la libération sont impossibles à établir avec précision. Mais quelques statistiques donnent une idée de l'ampleur de l'effort. Près de 400 000 Français et Françaises
participèrent aux forces françaises de l'intérieur en juin 1944. Environ 25 000 résistants furent exécutés par les Allemands. 60 000 furent déportés dans les camps de concentration nazis. Sur le plan matériel, la résistance détruisit ou endommagea plus de 1800 locomotives, des milliers de wagons, des centaines de ponts et de viaducs. Elle coupa des milliers de kilomètres de lignes téléphoniques. Elle détruisit des millions de litres de carburant. Mais le véritable impact ne peut pas se mesurer en chiffres. Il se mesure en temps gagné pour les Alliés sur les plages de Normandie. Il se mesure en vies de soldats alliés épargnés. Il se mesure en semaines et en mois retranchés à la durée de la guerre. Le général Eisenhower estima que la résistance française équivalait à 15 divisions régulières. C'était peut-être une exagération diplomatique, mais elle contenait une part de vérité. La résistance fit ce que des divisions entières n'aurait pas pu faire. Elle transforma la France, occupée en territoire hostile pour les Allemands, au moment précis où ils en avaient le plus besoin. L'impact psychologique sur les troupes allemandes mérite également d'être souligné. Les soldats de la Wehrmacht, qui avaient conquis la France en 6 semaines en 1940, pensaient occuper un pays soumis. 4 ans plus tard, ils découvrirent qu'ils étaient en territoire ennemi. Un rapport du service de renseignement allemand, daté du 15 juin 1944, décrit le changement d'atmosphère. Depuis le débarquement, note le rapport, l'attitude de la population française a radicalement changé. Des régions qui semblaient pacifiées sont devenues hostiles. Des individus qui paraissaient collaborer révèlent leur vraie nature. Nous ne pouvons plus faire confiance à personne. Cette perte de confiance était paralysante pour l'armée d'occupation. Les soldats allemands ne savaient plus qui était leur ami et qui était leur ennemi. Le fermier qui leur vendait des œufs le matin pouvait être le saboteur qui faisait sauter leur train le soir. La serveuse du café pouvait être l'informatrice qui signalait leurs mouvements à Londres. Cette incertitude permanente usait le moral des troupes. Les soldats allemands dormaient mal. Ils sursautaient au moindre bruit. Ils regardaient chaque civil français avec méfiance. Certains développaient de véritables névroses, voyant des résistants partout. Les permissions en France, autrefois considérées comme une récompense enviable, devinrent une source d'anxiété. Les soldats allemands en permission avaient peur de se promener seuls dans les villes françaises. Ils se déplaçaient en groupe, ils évitaient les ruelles sombres. Ils ne faisaient plus confiance aux Françaises qui leur souriaient. Cette dégradation du moral affectait directement l'efficacité au combat. Des soldats épuisés, nerveux, méfiants ne combattent pas aussi bien que des soldats reposés et confiants. La résistance française affaiblissait l'armée allemande non seulement par ses actions directes, mais aussi par la pression psychologique constante qu'elle exerçait. Les communications codées entre la résistance et Londres méritent également d'être mentionnées. Chaque soir, à 21h15, la BBC diffusait une émission en français qui comprenait des messages personnels. Pour l'auditeur non initié, ces messages semblaient absurdes. Le chat de ma grand-mère a mangé 3 souris. Les carottes sont cuites. Félicitations pour le baptême du petit Pierre. Mais pour les résistants qui écoutaient, ces phrases anodines contenaient des instructions précises. Chaque message était adressé à un réseau particulier et avait une signification prédéterminée. Un message pouvait annoncer un parachutage d'armes. Un autre pouvait ordonner le sabotage d'une cible spécifique. Un troisième pouvait signaler le déclenchement d'une opération majeure. Les Allemands connaissaient l'existence de ces messages codés. Ils les écoutaient attentivement chaque soir, mais ils ne pouvaient pas en déchiffrer le sens. Ils savaient que les violons de l'automne de Verlaine signifiaient quelque chose d'important, mais ils ne savaient pas quoi. Cette frustration les rendit fous. Les services de renseignement allemands consacrèrent des ressources considérables à tenter de décoder ces messages. Ils interrogèrent des prisonniers résistants, ils torturèrent des suspects, ils infiltrèrent des agents dans les réseaux de résistance. Parfois, ils réussissaient à capturer un opérateur radio avec ses codes. Alors ils tentaient de retourner l'opérateur, de lui faire envoyer de faux messages à Londres.
Mais le SOE avait prévu cette éventualité. Chaque opérateur avait des codes de sécurité secrets. Si ces codes n'apparaissaient pas dans ses transmissions, Londres savait qu'il avait été capturé. Ce jeu du chat et de la souris dura 4 ans. 4 ans pendant lesquels les Allemands ne purent jamais complètement couper les communications entre la résistance et Londres. 4 ans pendant lesquels les messages codés continuèrent de passer, nuit après nuit, annonçant des sabotages, des parachutages, des opérations clandestines. La question de la collaboration et de ses conséquences doit également être abordée. Tous les Français ne résistèrent pas. Certains collaborèrent activement avec l'occupant. La milice française, cette organisation paramilitaire créée par Vichy en 1943, traqua les résistants avec une efficacité parfois supérieure à celle de la Gestapo. Les miliciens connaissaient le pays. Ils parlaient la langue. Ils pouvaient identifier les résistants par leur accent régional, leurs habitudes, leurs relations. Ils infiltrèrent des réseaux. Ils dénoncèrent leurs compatriotes. Ils participèrent aux tortures et aux exécutions. Cette guerre civile à l'intérieur de la guerre mondiale ajouta une dimension tragique à la résistance française. Les résistants ne combattaient pas seulement les Allemands. Ils combattaient aussi des Français, des voisins, parfois des membres de leur propre famille. La haine entre résistants et collaborateurs était féroce. Les deux camps savaient qu'il n'y aurait pas de pardon. Les résistants capturés par la milice étaient torturés et exécutés. Les miliciens capturés par les maquis subissaient le même sort. C'était une guerre à mort sans quartier. Cette violence française contre française culmina lors de l'épuration qui suivit la libération. Des milliers de collaborateurs furent exécutés, souvent sans procès. Des femmes accusées de collaboration horizontale, c'est-à-dire de relations amoureuses avec des soldats allemands, furent tondues et humiliées publiquement. Ces excès de l'épuration souillèrent la victoire de la résistance. Mais ils témoignaient aussi de la profondeur des divisions qui avaient déchiré la France pendant l'occupation. 4 années de collaboration et de résistance avaient créé des blessures qui mettraient des décennies à cicatriser. L'héritage de la résistance française transcende les événements de la Seconde Guerre mondiale. Il a façonné l'identité nationale française pour les générations suivantes. Le mythe résistentialiste, l'idée que tous les Français avaient résisté, domina le discours public pendant des décennies après la guerre. Ce mythe était exagéré, bien sûr. La majorité des Français n'avaient pas été des résistants actifs. Ils avaient simplement survécu, s'accommodant tant bien que mal de l'occupation. Mais le mythe servait un objectif politique important. Il permettait à la France de se reconstruire, de retrouver sa fierté, de se présenter au monde comme une nation victorieuse plutôt que comme un pays vaincu. Ce n'est qu'à partir des années 1970 que les historiens commencèrent à nuancer ce récit. Des travaux comme ceux de Robert Paxton sur la France de Vichy révélèrent l'ampleur de la collaboration. Le mythe résistentialiste fut progressivement déconstruit. Mais cette déconstruction ne diminue pas la valeur de ce que les vrais résistants accomplirent. Au contraire, elle la met en lumière. Précisément parce que la résistance était minoritaire, elle exigeait un courage extraordinaire. Résister quand la majorité se tait demande plus de courage que résister quand tout le monde résiste. Les hommes et les femmes qui sabotèrent les chars allemands savaient qu'ils risquèrent leur vie. Ils savaient que s'ils étaient pris, ils seraient torturés et exécutés. Ils savaient que leurs familles pourraient être déportées. Malgré tout cela, ils choisirent d'agir. C'est ce choix qui fait leur grandeur, pas le nombre de locomotives sabotées ou de ponts détruits, pas les statistiques militaires ou les estimations stratégiques, mais le simple fait d'avoir dit non quand il était si facile de dire oui, d'avoir refusé la soumission quand elle était la voie de la facilité, d'avoir choisi la liberté quand elle coûtait si cher. Cette histoire se termine comme elle a commencé, par un acte de courage ordinaire accompli par des gens ordinaires, dans des circonstances extraordinaires. Les Allemands riaient de la résistance française.
Il ne rit plus. Les chars de Das Reich dorment maintenant dans les musées, vestiges rouillés d'une époque révolue. Les usines Peugeot produisent des voitures électriques. Les voies ferrées transportent des passagers paisibles à travers une France en paix. Mais dans les archives de cette époque terrible, dans les témoignages des survivants, dans les mémoires des familles, l'histoire demeure vivante. L'histoire de ceux qui refusèrent de se soumettre. L'histoire de ceux qui choisirent de résister. Et quand nous nous demandons si nos propres actions peuvent changer le monde, souvenons-nous de Teti et de sa poudre grise. Souvenons-nous de Harry Ray et de son usine sabotée. Souvenons-nous de Tommy McPherson et de ses arbres abattus en travers des routes. Souvenons-nous que les plus grandes victoires commencent parfois par les plus petits actes de défi. Les Allemands jugèrent la résistance inutile, jusqu'à ce qu'un sabotage français détruise leurs chars. Et alors, ils cessèrent de rire.